Voilà, monsieur Enoch Manoka est ici avec nous. On va parler refondation sociale et institutionnelle de la RDC, initiative patriotique de la jeunesse, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur le journaliste, merci de l'invitation. Je salue également en passant tous les téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre. C'est toujours un réel plaisir de rehausser de notre présence dans cette tribune pour que nous discutions ensemble de questions importantes de notre pays. En forme? Très en forme, pas plus que vous. C'est très honorant d'avoir un jeune sur les plateaux, très ambitieux et je suis très honoré en fait. On va entrer directement dans les cœurs de notre entretien. Vous organisez un dialogue. Parlons sans gants. Allons directement droit au but. Ouais. Vous avez qualité d'organiser un dialogue. On vous écoute. Voilà, merci de la question. Je pense qu'il faudrait... Je réponds à cette question en partant d'une pensée. Ok. Il y a un savant qui a dit que ne vous demandez pas ce que votre République fait pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous faites de votre République. Parfait. Et les mauvais ne sont pas ceux qui font le mal, mais ceux qui regardent le mal sans rien faire. Alors, il est de principe que l'organisation de certaines activités résulte de la compétence de certaines autorités. Ouais. Mais pour ce qui est des dialogues, s'il faut lire les différents textes qui régent la République démocratique du Congo, vous allez vous convaincre avec nous qu'aucunement un texte de notre pays attribue la compétence de façon exclusive à une institution de pouvoir organiser un dialogue. Si vous lisez, exactement, si vous lisez notre Constitution à l'article 25, il est clairement dit que tous les Congolais ont cette liberté de pouvoir organiser des réunions pacifiques, mais qui n'auront pas pour connotation de mettre en branle la sécurité de notre pays, l'ordre public et tout ce qui va avec. Alors, puisque notre dialogue a pour mission de réguler une crise qui écume notre pays, ça va d'ailleurs de l'utilité de notre nation. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que ça poserait un problème. Donc, vous deviez vous convaincre avec nous, mais également le téléspectateur, que nous avons cette compétence-là en tant que... La crise en question, vous l'avez constatée quand? Voilà, merci une fois de plus de la question. Il faut partir d'un constat. Nous sommes en République démocratique du Congo, un État richement peuplé d'abord, mais également rempli de plusieurs ressources naturelles. Mais il s'avère également que la population de la République démocratique du Congo est constituée en grande partie des jeunes. C'est-à-dire que 70% de la population congolaise est constituée des jeunes. Mais fort malheureusement, les décisions politiques vitales de la République démocratique du Congo définissant l'avenir de notre pays se prennent en faisant abstraction à la jeunesse. Alors que c'est cette jeunesse qui est censée... Pas toujours, hein? Non, je vais m'expliquer. Dans le gouvernement, il y a aussi des jeunes. Non, je parle de décisions importantes de notre pays se prennent en faisant abstraction à la jeunesse. Mais les membres du gouvernement étant jeunes, prenons l'histoire. Vous avez les années 90. Il y avait une crise, à l'occurrence, il y avait la dictature. Il fallait qu'il y ait une sorte de dialogue pour que l'on puisse sortir la République démocratique, disons la République du Zaïre de l'époque, de la crise. On a créé ce qu'on appelle la conférence nationale souveraine. Ceux qui ont pris part à cette conférence, en grande partie, c'était des caciques de la politique du pays. Et ils ont défini ensemble l'avenir de notre pays sans mettre en exergue la jeunesse. Vous venez en 2003, vous avez les dialogues qui étaient organisés pour que l'on puisse doter la République démocratique du Congo des institutions fortes qui résultent également des élections. Sous la table des négociations, il y avait des anciens rebelles, il y avait des caciques de la politique qui ont travaillé depuis Mobutu et qui reviennent encore au niveau de 2003. Parmi toutes ces personnes, il n'y avait pas de jeunes? Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai plutôt dit que les caciques, il y a une sorte de... Une rencontre entre jeunes. Exactement. Il y a une sorte je peux dire en d'autres termes, une sorte de colonisation de certains dictats politiques de notre pays qui prennent des décisions sur l'avenir du pays, mais qui ne mettent pas en exergue les intérêts de la jeunesse. C'est ça le problème. Oui. Maintenant, ayant compris cela, nous nous sommes dit que d'abord la jeunesse congolaise, pour qu'elle prenne part à la table de négociation ou pour qu'elle prenne part aux discussions qui mettent en exergue l'avenir du pays, elle doit d'abord de son côté se préparer. C'est-à-dire qu'il faut que nous, jeunes, puissions nous réunir dans un cadre et que l'on définisse nous, ce que nous voulons de notre pays dans le jour qui viennent et quelle est la vision politique que nous aimerions implémenter dès que nous serons dans la gestion du pays. Attendez. Voilà. Si je vous ai bien suivi, vous avez dit qu'il n'y a aucun texte légal qui interdit à un Congolais d'organiser un dialogue. Et qui attribue également la compétence de façon exclusive à X institutions. Merci beaucoup. Voilà. Ça, c'est un détail que j'aime, un détail important. Est-ce que le jeune
le jeune vous accorde le crédit d'organiser le dialogue? C'est une très belle question et pertinente. Il faut savoir que les crédits dépendent de quel environnement vous êtes. Nous sommes dans l'environnement politique. Je peux vous rassurer que nous avons un certain crédit de la part des différents jeunes qui œuvrent dans le mouvement citoyen, dans le ASBEL, et qui ont la même vocation politique que nous. Vous êtes le président du mouvement citoyen Le Congo Nouveau. Et que vous allez voir, je pense que nous aurons le temps peut-être d'inviter... Un président aussi jeune comme ça. Mais exactement, il n'y a pas... on dit que la taille ne fait pas l'homme. Très jeune, vous êtes lancé. Donc ne vous en faites... Non, la taille sur le plan, c'est une sorte de fiction. Revenez à ma question. Voilà, nous avons une sorte de crédit parce qu'il y a les différents présidents, les différents jeunes qui pensent que l'idée que nous avons impulsée peut aider notre pays à avancer. J'aimerais entrer dans le vif de l'idée du dialogue. Très bien. On a compris qu'il y a une crise et que dans cette crise, la jeunesse ne prend pas part pour redéfinir l'avenir du pays. Or, c'est cette jeunesse qui, entre guillemets, représenterait l'avenir du Congo. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que cette jeunesse, d'abord, se prépare entre elles et définisse une vision politique qui pourra impulser le développement du pays. C'est ça, d'ailleurs, ma question. Vous voulez définir une vision. Exactement. Est-ce que vous serez en mesure de prendre en compte tous les jeunes? Bon, tous les jeunes, c'est un peu extrapolé, mais la majorité. Exactement, parce que le dialogue a une vocation nationale. Avez-vous le moyen? On est en phase... les moyens, c'est d'abord la volonté de vouloir changer qui peut nous permettre d'avoir... La volonté, il y a, mais le moyen pour organiser. Rassurez-vous qu'il y aura les moyens et que nous sommes en train de travailler. Le Congo a 26 provinces. Ne vous en faites pas. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous avons 4 axes. Premièrement, nous aimerions qu'il y ait un changement politique, un changement de la classe politique à l'horizon 2030. Parce que nous avons compris que s'il faut qu'on change les systèmes, il faut également changer ceux qui font partie des systèmes. Comment changer ceux qui font partie des systèmes? Chasser tous les vieux. On ne chasse pas tout le monde. Non, on ne chasse pas tout le monde. Mais on fait... J'interprète vos mots en fait. Non, je vous explique mes mots. Mais on fait en sorte que la majeure partie de ceux qui prennent part au poste décisionnel puissent être jeunes. Maintenant, comment y parvenir? On a proposé qu'il y ait la réforme de la loi électorale pour mettre un quota de l'âge. Parce que vous ne me direz pas, par exemple, qu'aujourd'hui, on peut venir déboulonner ou soit changer un système avec des jeunes qui n'ont pas de moyens. Le fameux déboulonnement. Mais si nous avons, par exemple, des textes légaux qui nous permettent, par exemple, de dire que non, pour les postes de députés nationaux, nous avons 500 députés, par exemple. Mais il faut qu'il y ait au moins minimum 150 députés qui ont la tranche d'âge entre 25 ans et 35 ans. Ça nous permet déjà, à ce stade-là, de faire une sorte de réforme en prenant un quota politique. Et si les jeunes n'ont pas la compétence qu'il faut? Non, le problème c'est que... On vous donne le pouvoir seulement parce que vous êtes jeune. Je peux vous rassurer que la République démocratique du Congo n'est pas en manque de compétences. Ça, vous deviez en être sûr. Il y a plusieurs compétences. D'ailleurs, vous en êtes un exemple. Vous êtes trop jeune, mais vous êtes un journaliste qui présente très bien. Non, vous êtes jeune comme moi. Mais si vous ne me direz pas que si on vous donnait un poste décisionnel aujourd'hui, vous n'allez pas bien faire les choses. Non. Je peux croire en vous que vous allez bien faire les choses. Alors, au-delà du fait que nous voulons qu'il y ait changement, il y a le deuxième axe, c'est par rapport à l'impulsion du développement de la République démocratique du Congo à l'aune 2060. Notre pays a un problème de vision politique. Lorsque nous avons des crises, chaque fois que nous avons des crises, on régule la crise de façon temporaire. Alors que si vous prenez les grandes nations, lorsqu'ils réfléchissent sur l'avenir de leur pays... Le Congo n'est pas une petite nation. Non, je l'ai dit en termes du développement. Ne vous en faites pas. Nous sommes une grande nation démographiquement, nous sommes une grande nation sur le plan de richesse, mais sur le plan de développement, vous n'allez pas me contredire. Il y a des choses qu'il faut qu'on puisse... Il y a le développement qui est en cours. Non, nous sommes sous-développés, rassurez-vous. Alors, prenant en compte cet aspect des choses, il nous faut une vision politique à l'aune 2060, c'est ce que nous proposons. Pourquoi 2060? Parce qu'à 2060, nous allons coïncider avec le centenaire de l'indépendance de notre pays. Alors, il faut déjà qu'à 100 ans, lorsqu'on va totaliser un siècle, que l'on puisse déjà impulser le développement dans tous les domaines de notre pays. Maintenant, comment y parvenir? Nous avons proposé assez que dans cet axe-là, que l'on puisse créer ce qu'on appelle une zone d'investissement jeune. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que l'État doit disposer des emplois pour les jeunes, mais il faudrait également que l'État mette en exergue de moyens qui peuvent permettre aux jeunes qui ont des idées d'entrepreneuriat, que ces idées-là puissent être concrétisées par l'entremise de moyens qui viendront de l'État. Très bien. Au-delà de ça, parce que je ne vous prends pas tout, je prends les aspects qui sont saillants pour vous permettre de mieux comprendre les choses. Au-delà de ça, après les deuxième axe, je prends le troisième. Très bien. Troisième axe, c'est la rupture avec les pratiques antidémocratiques. Il y a une chose en République démocratique du Congo. Vous avez des gens qui vous créent des conflits armés à l'est de notre pays. Ces personnes, après, vont se retrouver dans des dialogues. Et après, ces personnes, lorsqu'elles voient leurs intérêts n'être pas préservés, non, ne vous en faites pas. Ils reviennent encore vers la rébellion.
Maintenant, comment bloquer ces gens-là à ne plus revenir dans des pratiques antidémocratiques? Comment faire pour le bloquer? Comment faire pour le bloquer? Il y a la justice transitionnelle, c'est-à-dire qu'il faut mettre en exergue un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo qui aura pour mission de juger et condamner tous ceux qui mettent en branle la sécurité et la paix en République démocratique du Congo. Mais aussi, il faudrait créer une école de formation de la junte politique qui sera appelée à diriger les pays demain. Parce que le problème au Congo également, nous avons une jeunesse qui veut diriger, mais qui n'est pas prête à diriger parce qu'ils n'étant pas formés à diriger. Très bien. Alors, comment former la jeunesse? C'est en créant cette école-là. Mais il y a également la création d'un quota de participation active de la jeunesse dans des partis politiques. Vous avez des partis politiques aujourd'hui qui sont des partis des familles. Vous créez votre parti politique, c'est votre enfant qui sera le président du parti politique, c'est après quand vous n'êtes pas en vue. En fait. Je prends l'exemple. Si vous n'êtes pas en vue, le parti disparaît. Or, lorsqu'on veut renouveler une classe politique, ces renouvellements passent par les gens qui gèrent déjà des partis politiques parce que les partis politiques sont censés conquérir le pouvoir. C'est quoi le quatrième axe? Le quatrième axe, vous avez la réconciliation intergénérationnelle. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui pensent que nous sommes en guerre contre l'ancienne génération. Non. Nous sommes de ceux qui pensent que dans l'ancienne génération, peu importe le fait que le Congo, avec eux, n'a pas pu émerger, dans le sens que nous le voulons, mais on peut tirer des leçons. Vous savez qu'il y a de ceux-là qui avaient les mêmes discours que vous. Non. Attendez, je pose ma question. Il y avait les mêmes discours que vous. Un discours juteux, un discours attrayant, un français ficelé comme le vôtre. Une fois nommé, c'est fini. Bon. Il entre dans la moule, il devait comme tout le monde, méconnaissable. Bon, vous ne me diriez pas que tous ceux qui ont eu la chance d'être nommés et qui avaient des bonnes idées, aujourd'hui ne sont pas... Non, la majorité, bien qu'il y ait la majorité, il y a toujours des exceptions. Nous pensons peut-être faire partie de cette exception-là. Alors, je parlais de la réconciliation intergénérationnelle. L'objectif derrière, c'est la nomination. Non, je n'ai pas un objectif d'être nommé. Okay. Parce que moi, à mon niveau déjà, je fais une proposition à l'État, je mets en exergue le jeune, sans si avoir... Si l'État te dit, si le président te dit bon, je trouve que tes idées sont très bonnes, attrayantes, très bonnes, je vous nomme comme ministre de la jeunesse, éveil patriotique. Oui. Les 100 premiers jours, vous faites quoi? Très belle question. Ça peut être une prophétie. Hein? Le 100 premiers jours, quand je suis ministre de la jeunesse, ministre d'État, ministre de la jeunesse, c'est éveil patriotique. Ah, vous avez ajouté ministre d'État? Mais bien sûr. Vous avez... Il faudrait d'abord créer les états généraux de la jeunesse. Qui nous permettront... On va le créer. Non, excusez-moi. Combien de fois? Excusez-moi. Il n'y a jamais eu un état général. Il n'y a jamais des états généraux de la jeunesse dans ce pays. Depuis que nous avons existé. Non. Le Conseil national de la jeunesse fait ce qu'on appelle les chefs de l'État face à la jeunesse. Ça n'organise pas un état général de la jeunesse qui nous permet de pouvoir... Alors, le problème, c'est que moi, si je suis ministre aujourd'hui de la jeunesse, vous créez d'abord les états généraux de la jeunesse qui me permettra de mettre sur une table tous les jeunes qui œuvrent dans les domaines politiques et dans tous les autres domaines pour que l'on puisse ensemble réfléchir sur l'avenir politique de notre pays. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut qu'on crée d'abord que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il y aura un projet de loi que je vais amener, une loi portant droit et promotion des droits et protection de la gente, de la jeunesse. Et dans cette loi, on va établir les différents droits de la jeunesse au regard de chaque domaine qu'un jeune se retrouve pour qu'il y ait une promotion des droits de la jeunesse et promouvoir l'avenir du pays. Deuxième chose. Troisième chose, je vais proposer cette histoire du quota dans la réforme de la loi électorale pour que l'on puisse permettre à ceux qu'il y ait trop de jeunes dans le poste décisionnel. Parce qu'aujourd'hui... Mais pas seulement avoir trop de jeunes, c'est là que ça me titille un peu. Non, vous, ça vous titille. Avoir des jeunes compétents, oui. Mais non, quand je parle de jeunes, je vise la compétence. Parce que vous ne me diriez pas aujourd'hui qu'une personne qui n'est pas compétente, moi, je voudrais que cette personne puisse gérer le pays. Non. Le dialogue est prévu pour quand déjà? Voilà, il y a d'abord la première phase. J'aimerais finir avec ce que j'étais en train de dire. Il y avait, je parlais de... On parle, le dialogue est prévu pour quand et puis je vous donne le mot de la fin. Voilà, merci beaucoup. Le dialogue est prévu pour le 30 août. Ok, ça commence dans peu. Exactement, mais maintenant là nous sommes dans une phase de consultation. Ça va débuter le mercredi 6 août 2025 sur PNMLS. Alors on va recevoir les différents présidents de mouvements citoyens, de partis politiques, les leaders jeunes et tout ce qui va avec. C'est vous l'initiateur, je vois. Exactement, on va se mettre ensemble pour que l'on puisse d'abord leur présenter le projet. Parce que les dialogues ne s'organisent pas de façon ex abrupto. Il faudrait
que déjà en amont, que vous vous mettiez d'accord avec ceux qui doivent prendre part au dialogue au regard du format que vous deviez adopter. Donc, après ces consultations, il y aura le point de presse. On va faire la restitution de tout ce qu'on aura pris comme résolution lors de consultations. Et après, il y aura 3 journées de dialogue. Alors, rassurez-vous que nous ne sommes pas dans une logique politicienne. Nous sommes peut-être cette petite race de ceux qui pensent... Qui est derrière vous? C'est lui qui est derrière moi, c'est... Répondez sincèrement. Non, rassurez-vous qu'il n'y a personne derrière moi, sauf la volonté de voir émerger une nouvelle génération qui va faire changer le pays. Vous savez ce que j'aime avec vous? Vous êtes très rassuré. Non, je suis rassuré pourquoi? Rassuré pourquoi? Quand je vous regarde, je me dis qui est derrière ces messieurs. Je suis rassuré pourquoi? Parce que je pense qu'à un certain niveau, on doit être optimiste et croire à l'avenir de notre pays parce qu'il n'y a personne qui viendra espérer à l'avenir de cette nation. Rassurez-vous qu'il n'y a aucun politicien qui est derrière nous, qu'il n'y a aucun parti politique qui est derrière nous. Nous avons juste une volonté de voir notre pays émerger. Et pour ce faire, il faut des actions. Vous avez un parti, je vous accorde quelques 10 secondes. Adressez-vous à la jeunesse qui vous suit en ce net moment. Un message aux jeunes qui vous suivent. On vous écoute. Voilà, merci une fois de plus de la parole. Un message aux jeunes. Nous devrions comprendre que nous ne sommes pas l'avenir du pays. Nous sommes le présent et l'avenir du pays. Et que de ce fait, on ne doit pas attendre demain pour agir. Parce que la République démocratique du Congo a besoin des actions qui pourront impulser les changements. Et pour qu'il y ait action, il faut qu'il y ait une volonté politique et une volonté révolutionnaire. Et de ce fait, en tant que jeunes, nous avons la responsabilité de nous engager activement dans la politique et de nous intéresser sur les questions qui écument notre pays. Parce que les questions politiques sont les questions de tout le monde. Et les questions de tout le monde sont des questions politiques. Donc il y a lieu que les jeunes que nous sommes puissions nous mettre en exergue pour que le pays puisse avancer. À nos acteurs politiques de comprendre que nous sommes dans une phase de transition. Transition entre une génération face à une autre. Et que vous, en tant que nos aînés, vous avez également cette responsabilité d'aider cette nouvelle génération à pouvoir aider les pays à avancer. Parce que vous êtes là où nous voulons être. Et que vous avez une certaine expérience qui peut nous aider également à mieux faire les choses. Donc c'est un peu ce que je peux dire à cette jeunesse, croyant à l'avenir du pays, les anciens trop parlé. Merci beaucoup, monsieur Enoch. Qui est derrière vous? Et celui qui est derrière moi, c'est la volonté de changer la République démocratique du Congo. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau. Et je sais que vous avez la chose, ça va aller. Ça va aller. Vous avez la chose, ça va aller. Merci beaucoup. Voilà, EducPresse touche à sa fin. Je dis un grand merci à la grande équipe qui nous a aidés à vous présenter le premier numéro de la semaine. Voilà, Jires Makolo, merci beaucoup. Carmel Matangwa, merci beaucoup. Caleb Mukendi et monsieur l'assistant, merci beaucoup. J'ai perdu les noms et voilà, merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Pour demain, monsieur l'assistant Ben, merci beaucoup. Demain, c'est Dewar Mwamba. Moi, je vous retrouve le vendredi avec un autre sujet. Que Dieu bénisse la RDC ainsi que tous les jeunes. Au revoir.